Pierre Verluise. Général Nicolas Richoux, au sujet de l'Allemagne, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte ? Eh bien, bien souvent, on traite les Allemands de lourdeaux. Et en fait, ça, je pense que... J'ai vécu 13 ans en Allemagne, j'ai fait l'école de guerre à Hambourg, j'ai été attaché de défense à Berlin. Et donc, c'est véritablement une idée reçue qui est tout à fait inexacte, car les Allemands sont une des premières puissances économiques mondiales, la première d'Europe en tous les cas de figure. Ils ont une langue qui est extrêmement précise, c'est la langue de la philosophie, et je peux vous dire que pour maîtriser bien l'allemand, ça n'est pas facile, et donc c'est une langue qui peut exprimer des choses très fines, et donc effectivement, ce sont des gens qui sont véloces et absolument pas lourdeaux. On les traite de lourdeaux parce qu'ils réagissent d'une manière différente à la nôtre, ils prennent plus le temps de la réflexion, vraisemblablement, du côté institutionnel notamment, et à partir du moment où... En France, on ne réagit pas à la vitesse avec laquelle peut réagir le président de la République le matin parce que nous avons un commandement très très vertical. Eh bien, on pense que c'est des gens comme ça qui sont un peu lourdeaux, qui sont pas rapides à comprendre et qui n'ont pas la même vélocité intellectuelle. Et puis, en France, bien entendu, on a cette espèce de supériorité intellectuelle où on pense effectivement que le français peut donner des leçons à tout le monde. Or, moi, ce que j'ai vécu, ce sont des gens, ils ont des excellentes facultés, ils ont des industries qui sont hyper performantes, et donc ce sont tout sauf des lourdeaux, ce sont des gens qui sont pleinement dans le 21e siècle, et qui avancent quelquefois bien plus vite que nous, et pas avec les lourdeurs que connaît notre société française actuellement. Est-ce que la différence des institutions entre la France et l'Allemagne, la France est centralisée, de culture monarchique drapée dans les plis de la République, l'Allemagne est fédérale. Est-ce que ces différences institutionnelles génèrent parfois des difficultés à se comprendre ? Alors, beaucoup. J'ai passé une partie de mon temps, lorsque j'étais attaché de défense à l'ambassade de France à Berlin, à expliquer à Paris et expliquer aux Berlinois, au ministère, la manière dont les uns et les autres fonctionnaient, parce qu'il y a des hiatus qui provoquent de temps en temps des malentendus. Effectivement, les Français sont plutôt monarchiques, ça c'est vraiment issu de l'Ancien Régime, avec un président qui est très fort, qui peut prendre des décisions dans la journée. Nous avons la possibilité, par exemple militairement, d'engager des troupes qui peuvent partir dans la journée. Si on décide qu'elles partent en Afrique, on prend la décision le matin, le soir, elles y sont. Les premiers éléments, tout du moins. Donc ça, on est capable de le faire. Eux, ils n'y sont pas capables parce qu'ils sont dans un régime parlementaire qui nécessite le consensus, ils négocient bien souvent dans des coalitions, et on l'a vu ces dernières années, et ces coalitions obligent de se parler avant de prendre la décision, donc on n'est pas du tout dans le même temps politique. Et le Parlement doit se prononcer. Et le Parlement doit se prononcer, alors pour certaines choses oui, pour d'autres choses un peu moins, mais par exemple pour tout ce qui est par exemple de projection de soldats à l'étranger, il doit absolument se prononcer, de même que pour l'envoi de matériel, comme on le voit avec la guerre d'Ukraine actuellement. Général Nicolas Richoux, dans la culture stratégique de l'Allemagne contemporaine, quel est le poids de l'histoire, notamment des années 1933-1945 ? Le poids reste énorme, en fait. Ce que j'ai vécu, moi, lorsque j'habitais en Allemagne, c'est une espèce de culpabilité collective qui se transmet génétiquement de génération en génération, c'est-à-dire cette culpabilité de la guerre, cette culpabilité de la Shoah, avec beaucoup d'efforts pour chercher la rédemption vis-à-vis de ses moyens, de ses voisins, et de montrer finalement que les Allemands ne sont pas plus mauvais que les autres, et que cette époque est une exception dans l'histoire de l'Allemagne, ce qu'elle est. Car dans les autres périodes de l'histoire, regardez bien, c'est plus la France qui avait envahi sous Louis XIV la Rhénanie-Palatinat, qui a brûlé les villes, etc., que l'inverse. Mais cette exception, effectivement, est un des exemples les plus terribles de l'histoire de l'Allemagne, de l'histoire du monde. La Deuxième Guerre mondiale, c'est plus de 50 millions de morts. Et aujourd'hui, il y a cette espèce de culpabilité collective qui est enseignée et qui pèse encore dans la manière dont les Allemands réagissent, et beaucoup dans le pacifisme des Allemands depuis la Deuxième Guerre mondiale et dans leur difficulté à aborder les relations internationales de manière active. Alors là, vous parlez pour la RFA. Est-ce que c'est vrai, pour ceux qui ont été éduqués dans la RDA, qui a existé de 1949 à 1990, si j'ai bonne mémoire, est-ce qu'il y a eu en RDA ce même travail sur la mémoire ?
Alors, il y en a un petit peu, mais il est beaucoup plus récent. La RDA a fini son existence en 1991. Je rappelle que c'est une réunification. Hein. C'est pas une conquête. C'est pas l'Allemagne de l'Ouest qui absorbe l'Allemagne de l'Est. C'est une réunification de deux États souverains qui décident qu'elles ont un avenir en commun. Mais effectivement, c'est beaucoup plus récent. Et regardez bien, la RDA a ce problème d'être passée de l'Empire allemand. Donc, c'était pas précisément une grande démocratie à l'époque de Guillaume II, même s'il y avait déjà un parlement, etc., à l'époque de Bismarck, très bien, et puis des lois sociales. Mais après, épisode très bref de Weimar, le nazisme et ensuite le communisme. Donc, à aucun moment, ce travail de mémoire, pendant toute cette période-là, n'a été accompli. D'où un très gros retard et un décalage entre la République, l'ancienne République fédérale d'Allemagne de l'Ouest, et puis tout ce qui est ce qu'on appelle les Neue Länder, les nouveaux États qui sont à l'Est. Et on le retrouve aujourd'hui avec la montée de l'AfD, c'est-à-dire l'extrême droite allemande, parce que c'est des pays, des Länder qui ont beaucoup aujourd'hui, qui restent très nationalistes, très patriotes, qui ont vu assez peu d'étrangers d'ailleurs, quand l'Allemagne de l'Est était fermée, et qui ont beaucoup de mal à appréhender l'altérité, que les gens soient différents, ils n'ont pas vu des gens de couleur, etc. Et donc le nationalisme est très très fort. Et regardez bien les dernières élections, c'est véritablement en Allemagne de l'Est, il y a une corrélation exacte des États est-allemands avec la montée en puissance de l'AfD qui recouvre exactement ces États-là et très peu à l'Ouest. Donc il y a encore une véritable coupure au sein de l'Allemagne contemporaine. Donc si j'ai bien compris, en ex-RDA, pas de dénazification, au sens où on le comprend, pas de décommunisation et une extrême droite florissante. Eh bien, une extrême droite qui ressort, c'est la conséquence de ce que vous venez de dire. Donc un travail de mémoire qui n'a pas été fait, ou qui a été commencé trop tardivement. Et aujourd'hui, effectivement, ces processus, c'est des choses qu'on enseigne à l'école, hein, véritablement. Eh bien, ces processus n'ayant pas été faits ou ayant été faits tardivement, forcément, ils impriment moins. Et donc, l'extrême droite est très très fort dans ces pays. Moi, je rappelle que lorsque j'étais à Hambourg, à la Führungsakademie, j'y ai quand même passé 2 ans immergé. J'y ai fait l'école de guerre, je ne l'ai pas faite à Paris, je l'ai faite là-bas. Il y avait des cours qu'on appelait de l'Innere Führung. Et l'Innere Führung, c'est le commandement de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est comment être citoyen en étant officier. Et on avait des cours là-dessus. C'est-à-dire, le citoyen, officier, doit être capable de désobéir lorsque les ordres sont illégaux. Donc ça, c'est très très différent avec le nazisme. Mais vous voyez, en Allemagne de l'Est, quand on a été élevé avec le régime de la République démocratique allemande et de l'armée populaire allemande, eh bien, je veux dire, on restait dans un régime d'obéissance à l'État, à ses ordres, de manière complète, absolue, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande l'a fait avec Adolf Hitler. Donc il y a effectivement ce décalage, et qui se sent encore lorsque l'on va en Allemagne de l'Est, qu'on discute avec des Est-Allemands. Il y a même une certaine nostalgie aujourd'hui, très curieusement, de l'Allemagne de l'Est. Et donc ce décalage, effectivement, existe et est encore très fort. Nicolas Reichou, comment l'Allemagne fédérale comprend-elle les relations UE-OTAN et États-Unis et défense européenne? Comment ça s'articule? Alors, quelquefois, c'est un petit peu schizophrène, en fait, en Allemagne. L'Allemagne, qui est le vilain petit canard de la Deuxième Guerre mondiale, on l'a bien compris, a eu la chance de la rédemption grâce aux États-Unis d'Amérique après la fin de la guerre, hein, qui lui a permis de refonder un État en 1949, de faire partie de l'OTAN en 1955. Donc il y a une très très forte reconnaissance envers les États-Unis d'Amérique, mais en même temps, l'Allemagne veut montrer à ses partenaires européens qu'elle a sous la botte, qui ont été sous sa botte en fait à un certain moment, qu'elle est un partenaire fiable. Donc il y a aussi la volonté de construire l'Union européenne. Mais en même temps, on voit bien le succès économique qu'a été l'Union européenne. Ça a commencé avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950. L'idée, c'était de se lier économiquement pour qu'on soit tellement interconnectés qu'on ne se fasse plus la guerre. On peut dire que c'est un succès. Économiquement, nous sommes une puissance mondiale, qui peut faire pièce d'ailleurs à Donald Trump. Sur le plan de la puissance militaire, c'est pas le cas. À aucun moment, les Allemands, au moins jusqu'à ces dernières années, on en reparlera j'imagine, et avec l'époque Trump, à aucun moment, les Allemands n'ont remis en cause le fait que l'OTAN était véritablement leur principal pourvoyeur de sécurité. Et donc, tout en acceptant les initiatives européennes pour améliorer un peu notre petite défense, ont toujours voulu
à tort ou à raison, faire confiance aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Vous me disiez de manière imagée en préparant cette émission, pour les Allemands, les États-Unis, c'est papa. Oui, les États-Unis, c'est papa, parce que les États-Unis, jusqu'en 1949, étaient occupés et n'existaient plus sur le plan légal. Je veux dire, c'est un État, c'était un territoire occupé. Et les États-Unis leur ont redonné une identité, leur ont redonné une fierté, et les ont réintégrés très rapidement, 10 ans après la guerre, dans le concert des nations. Donc papa, effectivement, est surpuissant dans l'imaginaire allemand. Papa est là pour tout, et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, les Allemands commencent à se sentir orphelins. Papa est mort, en tout cas, il est gravement malade, et donc il y a une remise en cause, effectivement, de ce qu'ils croyaient savoir, ou ce qu'ils pensaient savoir, et aujourd'hui, effectivement, il y a de gros doutes. Moi, j'ai vécu ces gros doutes de 2017 à 2020, pendant le premier mandat Trump, à Berlin, sur le rôle des États-Unis, et véritablement, est-ce que les États-Unis sont-ils aujourd'hui véritablement encore des alliés qui nous protègent? C'est assez extraordinaire de voir ce changement d'appui, ce changement de situation. On va y revenir. Est-ce qu'il y a en Allemagne des industries de défense? Ah oui, il y a des industries de défense qui sont assez puissantes. Les Allemands sont les fabricants du Léopard 2, par exemple. Donc ça, c'est Krauss-Maffei. Il faut rappeler quand même que Krauss-Maffei est aujourd'hui une joint venture avec Nexter, le fabricant du char Leclerc. Ce qui fait que, en fait, Nexter et Krauss-Maffei ont formé KNDS, et donc les Français ont la moitié de Krauss-Maffei et inversement. Donc on a véritablement une industrie franco-allemande qui est consolidée. Nous avons aussi, qui est assez puissant, Rheinmetall, avec Paperger, qui fabrique, bien sûr, c'est un sous-traitant, mais il est capable de fabriquer aussi des blindés. Il fabrique beaucoup de poudre, etc. Et puis ils ont aussi des industries, des chantiers navals. Ils construisent des frégates, des sous-marins, etc., etc. Il n'y a que l'industrie aérienne qui... au moins en tant qu'industrie, a été désertée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un paradoxe, c'est que l'Allemagne peut être perçue comme relativement pacifique, et en même temps, elle fait une industrie d'armement qui fonctionne. Alors, pacifique par sa tradition depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle a effectivement beaucoup de mal à vouloir jouer un jeu important dans le jeu des relations internationales, alors même qu'elle est une puissance économique de premier plan. Mais ça, elle a beaucoup de mal à prendre ses responsabilités. Mais en même temps, c'est un État capitaliste, et lorsqu'il s'agit, les industriels sont des vrais capitalistes, qui n'obéissent pas à l'État comme peuvent le faire Dassault, etc., qui prennent un petit peu leurs ordres à l'Élysée ou au ministère des Armées, et effectivement, sur ce plan-là, ils sont extrêmement agressifs. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Général Nicolas Richoux, les Allemands ont longtemps refusé d'entendre les nombreuses alertes concernant la dimension géopolitique des exportations d'hydrocarbures russes vers l'Allemagne. Ils sont allés jusqu'à construire un deuxième gazoduc, Nord Stream 2. Comment les Allemands ont-ils vécu la relance de la guerre russe en Ukraine le 24 février 2022 et quelques temps plus tard l'abandon de Nord Stream 2? Très très mal, parce qu'une partie... les Verts ont forcé quasiment les Allemands à abandonner le nucléaire, il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus exactement quand, et ils ont fermé leurs 3 dernières centrales, dernièrement, il y a 1 an ou 2, à peine. Voilà. Donc en fait, tout était basé sur les énergies renouvelables, mais ces énergies renouvelables, on voit bien qu'elles n'arrivent pas immédiatement, donc ils n'ont cessé d'ourdir pour faire en sorte que le gaz soit considéré comme une énergie propre. Et dans le même temps, ils refusaient de considérer que le nucléaire en France était une énergie propre. Donc, ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire acheter du gaz aux Russes, pas cher, donc ça convenait à leurs besoins, donc très intéressant pour eux. Et puis aujourd'hui, effectivement, ils ont ce problème-là parce que avec la coupure, ils ont eu un véritable problème d'approvisionnement en matières premières, en énergie, et ils n'ont ni nucléaire, ils ont moins de gaz, et donc ça leur pose un problème énorme. Et pourtant, on se rappelle que Donald Trump, à son premier mandat, avait jugé très très sévèrement l'Allemagne de vouloir continuer à construire le Nord Stream 2, alors même qu'il disait, bon, c'est un État en face, vous estimez que c'est votre adversaire, et en plus, vous lui achetez du gaz. Mais Madame Merkel, qui, rappelons-nous, venait d'Allemagne de l'Est, pensait
comme nous d'ailleurs en Europe, dans les années 50, que en se liant avec les Russes, on serait tellement aussi interconnectés économiquement que la guerre deviendrait impossible. Il y avait un projet au même nom pacifique, et puis, bien entendu, la satisfaction des besoins industriels de l'Allemagne. Et là, on peut dire qu'ils se sont complètement plantés. Comment est-ce que le chancelier précédent, Olaf Scholz, a reparamétré la diplomatie et la stratégie des Allemands après le 24 février 2022 ? Alors là, on a assisté quand même à une très très grosse évolution. Alors Scholz est vraiment très critiqué aujourd'hui, on voit bien, il est parti dans des conditions bizarres. Mais on se rappelle qu'en février 2022, eh bien, les Allemands prévoyaient de livrer, je crois, quelque chose comme 4000 casques lourds. Vous voyez ? Ça fait pas beaucoup. Aujourd'hui, l'Allemagne, avec M. Merz, a annoncé dernièrement qu'ils allaient envoyer des Taurus. Voilà. Des missiles. Des missiles Taurus, c'est des missiles de croisière, qui sont parmi les plus modernes qu'ont les Allemands, qu'ils ont toujours refusé jusqu'à présent d'envoyer. Et donc ces missiles vont effectivement être envoyés. Donc vous voyez un peu le chemin qui a été parcouru. Parce qu'entre les deux, ils ont envoyé aussi des obusiers, du 155, le Panzerhaubitze 2000, c'est-à-dire le gros 155 sous casemate. Ils ont envoyé du Léopard 2, ils ont envoyé des munitions, ils ont envoyé des guépards, c'est-à-dire de l'artillerie anti-aérienne, pour des milliards. Et donc l'Allemagne a fait véritablement une véritable révolution qui est copernicienne dans cette guerre, en livrant bien plus de matériel qu'elle ne l'envisageait au début, en découvrant petit à petit les enjeux et la dangerosité de la Russie avec laquelle, jusqu'à présent, elle commerçait de manière tout à fait librement et agréablement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. En bonne intelligence. Bien sûr. Est-ce qu'ils se sont fait des nœuds dans la tête pour ça ? Ça ne s'est pas fait tout seul. Oui, bien sûr, parce que l'Allemagne reste fondamentalement un pays pacifiste. Et donc, alors, ceux qui sont pacifistes, attention, en Allemagne, ce ne sont pas les Verts. Les Verts sont bien, depuis très longtemps, moi quand j'y étais, 2017 à 2020, les Verts que je rencontrais, les députés Verts, étaient déjà pour un réarmement de l'Allemagne, etc. Et en fait, il y avait un déni de réalité, en fait, un déni de réalité. Il faut se rappeler que dans ces années-là, l'Allemagne dépensait 1,37% de son PIB pour la défense, alors que c'est la 4e puissance économique mondiale, il me semble, ou peut-être... alors que pour l'OTAN, vous savez bien que c'est 2%, alors même qu'à l'époque, alors c'est plus le cas aujourd'hui, elle faisait 75 milliards d'excédents budgétaires par an. Donc il y avait un déni, on ne voulait pas réarmer, et on croyait que la guerre n'était plus possible, ou n'était pas possible. Et donc, premier mandat, Trump, qui dit ceux qui ne dépensent pas suffisamment, je vais les lâcher. 2022, la guerre en Ukraine. Les Allemands prennent conscience effectivement que la paix n'est pas inéluctable, mais que la guerre l'est peut-être. Et donc, à ce moment-là, commencent à réarmer massivement, à livrer de l'armement, et sortent petit à petit de leur structure pacifiste, si vous voulez, dans leur mental pacifiste. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce que, rappelons quand même que la Constitution, normalement, empêche les Allemands de se battre autre part que sur le territoire national. Alors, Nicolas Richoux, on est dans un moment tout à fait singulier. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025, il y a une inflexion. Mi-février 2025, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a refusé de rencontrer le chancelier Olaf Scholz, qui était sortant, c'est vrai. Il a préféré rencontrer la tête d'affiche de l'extrême droite, l'AfD, qui a fait un score élevé aux élections. L'Allemagne en sort avec une coalition et une forme de cohabitation. Concrètement, qu'est-ce qui est devant nous en Allemagne ? Alors, en Allemagne, ce qui est devant nous, déjà, il y a une coalition. Donc, il y a une coalition, M. Merz, donc, on revient à une coalition tout à fait traditionnelle. C'est-à-dire que M. Merz, CDU-CSU, c'est-à-dire que c'est la droite traditionnelle, c'est grosso modo les républicains, quoi. Mais la CSU bavaroise est quand même très à droite, il faut pas l'oublier. Et puis le SPD, qui est en fait la composition que moi j'ai connue lorsque j'étais en Allemagne. Donc on est dans une forme de cohabitation. Ça veut dire que M. Merz n'aura pas toutes les cartes en main pour mener une politique traditionnelle de droite, comme il pourrait le faire si la CDU-CSU avait la majorité absolue, comme Mme Merkel l'a eu en son temps. Donc ils sont obligés de faire avec la gauche,
c'est quand même le Parti socialiste. Imaginez LR allié avec le Parti socialiste. C'est impensable en France. Chez eux, ça se fait absolument couramment. Mais en revanche, eh bien, effectivement, vous avez quand même une coalition et l'optimum à obtenir, ne pas en sortir. Il y a juste un consensus, il y a un contrat de coalition. Donc, généralement, dans ces contrats de coalition, on efface ce qui fâche et puis on se concentre et on met par écrit ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on peut travailler. Ce que l'on peut penser aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même, au moins sur le plan militaire, un certain alignement pour réarmer l'Allemagne, pour faire un effort, pour que l'Allemagne retrouve son rang et qu'elle fasse un très très gros effort pour remettre son armée à flot. On se rappelle qu'à l'époque de Scholz, etc., il y avait déjà cette histoire des 100 milliards d'euros qui ont été mis en place pour remettre la Bundeswehr à flot. Et donc je pense qu'on peut s'attendre à une continuation de cet effort. Sur le plan international, vis-à-vis des États-Unis, je pense que malheureusement, les 4 années qui vont venir vont être très difficiles pour l'Allemagne. Parce que M. Trump s'est encore radicalisé par rapport à son premier mandat. Son premier mandat, je rappelle qu'il y avait eu, sur les 3 ans où j'y étais, il y a eu 1 an et demi un ambassadeur. Pour le reste du temps, il n'y avait qu'un attaché qui gérait les affaires courantes. Comment l'interpréter ? Eh ben, c'était une mauvaise volonté, uniquement pour dire aux Allemands, vous êtes mous, vous êtes faibles, vous ne faites pas un effort, donc nous on ne fait pas d'effort vers vous n'êtes pas notre allié principal, etc. Donc, je veux dire, ils l'ont très très mal vécu, et c'est là qu'il a commencé à avoir d'ailleurs une certaine prise de conscience sur la nécessité de ne plus tout à fait compter sur les États-Unis. Mais là, on est encore dans une autre dimension aujourd'hui, avec Trump ou Vance qui va voir l'AfD plutôt que les partis institutionnels allemands. Il y a une prise de position politique, une interférence dans les affaires intérieures allemandes qui interroge véritablement en Allemagne. Et je pense que l'Allemagne commence effectivement, comme entre 2007 et 2020, à bien comprendre que son avenir est peut-être plus en Europe que du côté des États-Unis. Maintenant, si demain ça rechange, je pense qu'ils courront à Washington faire des mamours au gouvernement suivant et leur exprimer qu'il reste des alliés fiables avec lesquels on peut compter, etc. Mais je pense que pour ces 4 ans-là, ça n'est pas possible. Je rappelle que M. Trump, au premier mandat, avait nommé Richard Grenell, qui est un MAGA véritablement de grand style, qui n'a pas arrêté d'insulter les Allemands en tant qu'ambassadeur à Berlin. C'était vraiment très très fascinant, à tel point que quand il est arrivé, c'était la crise avec l'Iran, avec la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien, et M. Grenell, le premier tweet qu'il a envoyé aux Allemands, c'est « Les industries allemandes ont 6 mois pour se retirer de l'Iran ». Comme ça. Voilà. Vous voyez, c'était ça, les rapports entre l'Allemagne et les États-Unis pendant le premier mandat. Il y a peu de chances que ça s'améliore. Alors, est-ce que ce serait un moment pour relancer le moteur franco-allemand ? Alors, le moteur franco-allemand, on parle toujours de relancer, mais on oublie tout ce qui se fait. Il fonctionne. Il fonctionne, bien entendu. Et je peux vous le dire d'autant mieux que moi, j'ai servi quand même à la brigade franco-allemande, dont j'ai été chef de corps du 3e hussard, donc du régiment blindé de la brigade. Je suis allé en Afghanistan sous les ordres d'un général allemand, aux ordres de la brigade franco-allemande, donc vous voyez qu'il y a des choses qui se font. Je rappelle que l'Allemagne aussi est membre de l'Eurocorps, avec les Espagnols, etc., donc les Polonais, donc il y a des choses qui ont été faites. Sur le plan industriel, dans les vieux projets qui ont été des succès, le Transal, dont on pense toujours qu'il est français, il est franco-allemand. Le fameux missile Milan, c'est un missile franco-allemand. Là, on est en train de fabriquer le char du futur et l'avion du futur. Donc, il se passe beaucoup de choses avec le couple franco-allemand. On a une école du Tigre à Lucques, une école de maintenance en Allemagne qui est franco-allemande, etc., etc. Je pourrais vous en donner 2 pages. Merci, mon général. Un grand merci également à notre réalisateur, Cédric Cobat. Planisphère a reçu le général de brigade Nicolas Richoux, issu de l'armée blindée, général commandant de la 7e brigade blindée de 2015 à 2017 et attaché de défense à l'ambassade de France à Berlin de 2017 à 2020, membre du think tank Sinopia. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.